Bonjour tout le monde, avant de commencer, nous nous excusons si la vidéo s'achure au bout de 2 minutes. En même temps, face à l'influx d'informations, elle a complètement planté. Mais soyez rassurés, nul mort d'homme à l'horizon puisque l'audio défile correctement. Profitez donc de ce super entretien pour parcourir une nouvelle réflexion. Pour reprendre tout ce qu'on vient de dire, j'ai pensé à un truc tout simple qui se rapproche de la première question. Quelle est l'importance ou l'intérêt de la poésie à l'heure actuelle? C'est que selon moi, un des soucis de notre société, c'est le manque d'attention. Les gens, ils veulent tout de suite. Je veux pas rentrer dans le détail des réseaux, les machins, tout ça, on s'en fout. C'est juste l'immédiateté, l'instant présent, et on ne cherche plus, moi-même, je ne cherche plus forcément à m'émerveiller de certaines choses qui, en fait, que ce soit celui-là ou un autre, des fois, les petits plaisirs se cachent dans les détails. C'est pas le proverbe officiel, mais la vie, elle est là, elle tend les bras, elle est belle. Malheureusement, des fois, on pleure sur son sort alors qu'il y a tellement de malheur dans le monde. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais là, on va verser dans quelque chose d'assez polémique, puisque pour moi, c'est parce qu'on vit justement dans un monde de divertissement, mais au sens pascalien, c'est-à-dire qui nous détourne de l'essentiel, et dans un monde de plus en plus artificiel, et un monde d'artifice, et un monde faux. Comme ce qu'appelait Guy Debord, un philosophe, on vit dans une société du spectacle, mais un mauvais spectacle. Voilà. Et du coup, on se détourne de l'essentiel, et c'est une société un peu zapping. Tout passe très vite. On ne prend plus le temps d'apprécier vraiment les choses et de les découvrir, et on se décourage très vite. Par exemple, si vous lisez 3 pages d'un roman et vous vous dites oh ben je comprends rien et vous notez ça, c'est compliqué parce que ça se juge dans sa totalité. Par exemple, un des romans préférés de mon épouse, c'est Histoire de l'Élysée de Stephen King, et elle me disait encore il faut attendre 200 pages pour que ça prenne vraiment tout son sens. Et elle dit voilà, elle dit avant c'est une myriade de détails, et on a l'impression que c'est gratuit et que ça sert à rien, mais à la fin tout se met en place. Et elle dit c'est extraordinaire, c'est beau, c'est un feu d'artifice. Ouais, mais pour ça il faut avoir le courage d'aller au bout et de tenir bon et de dire je comprends pas tout de suite, et c'est pas grave. Et ça c'est encore une chose que nous enseigne la poésie, mais comme c'est plus court, peut-être qu'on peut plus facilement lire plusieurs fois, essayer de comprendre et essayer de surmonter les obstacles et la difficulté. De ce côté-là, je suis clairement pas le bon exemple, parce que je te donne un truc simple. Tu m'avais offert une fois un livre de Lovecraft. J'ai essayé 10-15 pages. J'étais tellement noyé, je suis désolé. De l'autre côté, je dis, bon, on va continuer d'autres et on reviendra un jour où je serai plus motivé ou plus... Mais ça, c'est pas grave. Ouais, il est chaud, le bonhomme, il est chaud. Oui, mais tout vient à un point, à qui c'est attendre et à qui s'en donne les moyens. C'est une phrase célèbre du monsieur reprenant La Fontaine. C'est pas grave si ça n'arrive pas tout de suite. L'important, c'est que quelque chose soit semé, que la petite graine soit semée. Et à un moment, ça va éclore, et à un moment où peut-être où on s'y attend pas, ça va germer. J'ai 2 choses. Il me semble qu'il y a aussi Victor Hugo qui pose pas mal dans ses livres. Les conditions humaines, c'est très long à se mettre en place et ça se débloque. Moitié du livre, enfin ce genre de... Là, ce qui est long et ce qui est dur avec Victor Hugo dans ses romans, c'est les longues digressions. Par exemple, dans Les Misérables, il va évoquer, alors parfois elles sont magistrales. Par exemple, dans Les Misérables, il évoque la bataille de Waterloo, il arrête l'histoire, il raconte toute la bataille de Waterloo, et il finit avec le merde de Cambronne, quoi. C'est magistral. Ou alors Jean Valjean finit dans les égouts de Paris, il te raconte toute l'histoire des égouts de Paris. Mais parfois ça peut être un peu lourd, donc il faut tenir bon. Et c'est là où en fait, là par exemple, on a cité Lovecraft et Victor Hugo, mais je vais me focaliser sur Victor Hugo, l'illustre et grand écrivain. Ah oui, il a tout fait. Ce qu'il y a, du théâtre, c'est de la poésie, des romans. Il a tout expérimenté. La poésie en soi, comme eux, via leur subtil lettré,
leur langage. Enfin, chaque génération a ses mots. C'est là où avant je parlais, enfin dans la précédente vidéo, je parlais de génération, d'existence, Oui, de d'expérience. génération. C'est un partage. C'est ça. Est-ce que la poésie peut être une source d'inspiration? Bien sûr. Que ce soit pour un écrivain, donne-nous des exemples de personnes qui pourraient s'inspirer de poésie, par exemple. Un exemple concret dans l'enseignement. Est-ce que tu connais le poème L'Albatros de Charles Baudelaire? Ça me parle. Ça te dit Ça me parle sûrement quelque chose. Ouais. Alors, à la fin, il dit, en parlant de l'albatros, parce que l'albatros, c'est le plus grand oiseau marin, ouais. C'est vraiment l'aigle des mers. D'ailleurs, on s'est inspiré de l'aile des albatros pour améliorer les avions. Mm. Et donc, quand il est parti en voyage, je crois, dans les Indes, il a pu admirer tous les albatros comme ça qui suivaient les navires. Et alors, il nous explique que lui, qui est le maître dans le ciel grâce à ses grandes ailes, quand il est posé sur le sol, elles sont trop grandes et ça l'handicape. Donc, ce qui fait sa force fait aussi sa faiblesse quand on change les conditions. Et à la fin, il nous dit le poète est semblable au prince des nuées, donc nuée et nuage, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, donc les marins qui se moquent de lui, qui font ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Et donc ça, c'est magnifique. Ces ailes de géant l'empêchent de marcher. Et donc ça, dans l'enseignement, c'est ce que disait Einstein aussi très poétiquement. Si on demande à l'éléphant et au singe de grimper à l'arbre, c'est pas adapté pour l'éléphant. L'éléphant, lui, il ne sait pas grimper à l'arbre, mais il est tellement fort, l'arbre, il pourrait presque le prendre avec sa trompe et le plier, l'arracher, le déraciner. Et donc voilà. Ça me fait penser à... Alors, je suis en train de chercher le nom du livre, un petit peu alchimique pour l'albatros. Ben, c'est l'albatros, justement. Le livre alchimique. C'est un livre qui part un petit peu sur l'alchimie. Où en fait tu suis l'évolution d'un petit albatros. Et non, ça c'est Jonathan Livingstone, le goéland. Ah, c'est un goéland. Voilà, c'est un goéland. C'est de Richard Bach, mais c'est tout à fait ça. Ouais. Jonathan Livingstone, le goéland, qui d'ailleurs Richard Bach serait un descendant du compositeur Jean-Sébastien Bach, un grand admirateur aussi de Saint-Exupéry, puisqu'ils sont tous les deux aviateurs, ouais. Et ça s'inspire beaucoup du Petit Prince. Ouais, goéland, ouais, albatros. Voilà. Les deux ont des ailes, c'est déjà pas mal. Voilà. Et donc, si on a l'impression d'être nul et d'être mauvais, c'est peut-être parce que comme l'albatros, justement, c'est pas adapté pour nous. Et ça veut pas dire qu'on peut pas être un aigle dans un autre domaine. Et donc, c'est ce qu'ont bien compris les Japonais. Il me semble que tu avais fait quelques vidéos sur l'ikigai. Ouais. C'est tout à fait ça. Trouver ce qui fait mon bonheur, ce qui fait ma force, c'est ce que je peux apporter au monde, ouais, et aux autres. Et là, je suis bien. Et pour moi, ça, c'est tout à fait exprimé dans cette phrase. Ces ailes de géant l'empêchent de marcher. Parce qu'en fait, il n'est pas fait pour marcher. Il est fait pour voler. Et le poète, justement, lui, il est dans un monde, il voit les choses de haut avec cette hauteur de l'albatros. Et j'aime bien aussi la vision de l'aigle, parce que l'aigle, à la fois, il a une vision d'ensemble parce qu'il peut planer sur les choses, mais il a un œil très particulier qui peut zoomer sur les petits détails. Donc, il peut aussi voir tous les petits détails. Et donc, c'est comme une planète. Si on est sur Terre, on se rend pas compte de la forme de la Terre, qu'il y a des océans, des continents, que c'est une sphère. Mais si on la voit que de l'espace, est-ce qu'on se rend compte qu'il y a de la vie, qu'il y a des villes, des forêts, tous les êtres qui y sont. Donc il faut avoir cette double vision. Et il y a une phrase de sagesse populaire, parce que pour moi les proverbes, c'est aussi de la poésie. On est tous le plus mauvais et le meilleur dans quelque chose. Il y a une série de livres que je trouve intéressante, c'est celle des nuls. Mais c'est vraiment un terme que je ne supporte pas.
que c'est intéressant, t'apprends beaucoup de choses, c'est bien Mais moi, expliqué, mais en soi, personne n'est nul. Tu peux être mauvais. Attention. Non, c'est même pas mauvais. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'on comprend très mal ce terme. Parce que nul, ça veut pas dire qu'on est exécrable, qu'on est médiocre. Ça veut juste dire zéro. Ça veut dire que parfois, quand on ne connaît rien, littéralement, on part de zéro. Bah oui. Donc, ce qui est mauvais, c'est pas d'être nul, c'est de rester nul. C'est de rester à zéro. Là, je t'adresse un petit Voilà. clin d'œil, Yannick. Donc, Tu sais de quoi je il faut parle. avoir cette volonté de s'élever. Il y a un beau poème de Baudelaire, d'ailleurs, qui s'appelle Élévation. Donc, et justement, un élève, pour moi, c'est celui qui a cette volonté de s'élever, de bien sûr. s'améliorer. Exactement. Voilà. Bah, c'est juste comme dit le terme, les nuls. C'est rigolo, faut le prendre au second Voilà. degré. Mais en soi, Mais donc, je trouve que c'est, il faut avoir péjoratif. la modestie, être humble et de se dire, je vais m'améliorer dans ce domaine. Voilà, dans certains domaines, eh bien, je suis complètement débutant, novice, et je pars de zéro. C'est pas ça. grave. Et c'est là où je trouve très intéressant et qui porte un point majeur, sortez de chez vous. Faut aller vers les gens, faut discuter, Voilà. faut échanger. Et la poésie, et on apprend des choses. tu dis, mais comment elle peut nous inspirer? Mais c'est l'expérience, c'est l'expérience, justement, de l'autre, des plus grands maîtres, des plus beaux esprits. Parce que les plus grands, penseurs ont fait de la poésie. Effectivement. Peut-être que même certains scientifiques ont fait de la poésie. Bah, comme on disait avant, c'est un partage de sensations, de, Voilà, c'est c'est vraiment les plus grands esprits, les plus grands maîtres, qui mettent leur à nu, qui dialoguent avec nous et qui nous transmettent ce qu'ils ont de plus important. C'est vraiment leur message qu'on peut comprendre en 2 mots, mais quelque chose qu'on manque. Et sage, et les deux étymologies sont liées d'ailleurs. Et ce qui est très très important, c'est que le mot savoir et le mot saveur, c'est pas pour rien que ça se ressemble. On dit toujours qui se ressemble s'assemble. Et ben en poésie, en enseignement, c'est très vrai. Et si les mots saveur et savoir sont si proches, c'est parce que étymologiquement, c'est la même chose. Ça vient de saper, qui a donné sapience, sagesse. Mais le savoir, la connaissance, c'est la saveur aussi. Et donc voilà. Le savoir, c'est forcément savoureux. Et est-ce que justement, on va dire pour clore cette micro-vidéo, oui, tu pourrais nous lire un petit passage de ton recueil? Bien sûr. On parlait de grands. Alors un petit extrait. Ouais. Fais-nous plaisir. Fais-toi plaisir. Faites-vous plaisir. Alors ça s'appelle Méditation à la colline des champs et c'est inspiré par la colline de mon village, Gemund-Dolsheim, où on est actuellement. Alors on a juste à remonter une rue et on y est. C'est un bel endroit de nature, de promenade, imprenable. Voilà. Alors je commence. Méditer en marchant à la colline des champs, sous le soleil écoutant les chants. Sous le soleil du printemps, en regardant les gens, tout souriant. Cette promenade de rêveur solitaire, au gré de mes pas arbitraires, trouvant toujours des passages après quelques passages dans les terres. Contemplant d'autres paysages, s'arrêter un instant, s'émerveiller. Et sortir de cette immobilité, réveillé par quelques bruits d'enfants jouant en riant. Faisant tourbillonner dans le vent des cerfs-volants, au bout d'un fil transparent, brillant et scintillant parfois, comme celui d'Ariane, et les guidant subtilement. Or des reflets dans leurs yeux satisfaits, brillant de 1000 feux tout gaiement. La fougue de ces beaux chevaux sauvages, gambadant dans l'herbe et s'amusant. Ah, ces petits Pégases qui parfois mettent les gaz à vélo, dévalant les potes, n'arrivant pas à ralentir ces étoiles filantes, défilent en file indienne, entre potes, trouvant toujours d'autres virages, après avoir sauté sur quelques bosses, qu'ils se marrent les gosses. C'est la vie qui fait rage, mais d'autres bossent. Ils étudient sans un bruit silencieux. Sentent-ils seulement qu'au-dessus d'eux, il y a le Dieu. Voilà. Je sais pas pour vous, mais en fait, à l'écouter, vous voyez des petites images, des cheveux, des Pégases. Voilà, mais c'est tout à fait ça. C'est un émerveillement. Voilà, et essayer de fournir un travail. Voilà, des images, des symboles, parce que le mot image, c'est l'anagramme parfaite du mot magie. Et ça en dit long. Est-ce que c'est un heureux hasard, ou est-ce que c'est un beau clin d'œil? On ne sait pas. On verra ça. On ne sait pas, mais que chacun cherche. Allez. Voilà. À vous de Car qui cherche trouve. Ça marche. À bientôt. Allez, à bientôt. Merci.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations, bravo, merci. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette réflexion justement. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas vous laisser tenter par une des vidéos proposées qu'on a tournées auparavant, ou tout simplement par un des liens que je mets en description ci-dessous pour découvrir le travail hallucinant de notre ami Gaëtan. Allez, au plaisir.